cette vidéo, on va vous présenter un exercice qui permet le calcul de courant traversant une branche en utilisant la méthode des courants d'Ohmheier. Alors on passe à l'énoncé de l'exercice. Alors considérons le montage de la figure suivante. Ici vous avez un circuit qui est composé de deux générateurs de tension E1 et 2 et de 4 résistances R1, R2, R3 et R4. Alors première question, déterminer le nombre de mailles indépendantes en appliquant la méthode des courants d'Ohmheier. Écrire les équations relatives aux trois mailles indépendantes 1, 2 et 3 comme il est indiqué sur la figure. Alors, deuxième question, déterminer le courant circulatoire G1, G2 et G3 relative aux trois mailles indépendantes et en déduire le courant réel E3 traversant la résistance R3. Alors, on va commencer donc par la première question, déterminer le nombre de mailles indépendantes. Alors, pour déterminer le nombre de mailles indépendantes, il faut premièrement déterminer le nombre de nœuds de ce circuit-là. Et à partir du nombre de nœuds, il faut déterminer le nombre de branches. Et à partir des deux, ça veut dire du nombre de nœuds et du nombre de branches, on peut déterminer le nombre de mailles indépendantes. Alors, commençons par le nombre de nœuds. Alors, les nœuds, alors pour déterminer le nombre de nœuds de ce circuit, il faut premièrement définir qu'est-ce qu'un nœud. Alors, un nœud, c'est un point où il arrive au moins 3 fils, 3 connexions. Alors, par exemple, si je prends le point A, voilà la première connexion, deuxième, troisième. Donc, A, il peut être considéré comme un nœud. Même chose pour C, mais pour E et F sont deux points où il arrive deux connexions, deux fils. Donc, E et F ne sont pas des nœuds. Même chose pour G et H. Donc, ici, A, C, B et D sont des points où il arrive donc trois fils. Donc, A, C, D et B sont considérés comme des nœuds, mais il faut attendre. Alors, A, les nœuds, donc c'est A, C, B et D. Alors ici, entre A et C, vous n'avez rien. A et C, ils sont liés par un fil. Donc, les points A et C, ils sont considérés comme un seul nœud. Donc ici, ce n'est pas de nœud, mais c'est un seul nœud. Pourquoi? Parce que entre A et C, vous n'avez rien. A et C sont liés par un fil. Donc A, il est équivaut à C. Avec A qui est équivaut à C. Alors de même pour B et D. Entre B et D, vous n'avez rien. B et D sont liés par un fil. Donc B et D, les nœuds B et D sont considérés comme un seul nœud. Avec EB équivaut à D. Donc ceci implique que le nombre de nœuds N, elle est égal à 2. On va passer aux branches, nombre de branches. Alors, il faut d'abord définir les branches. Alors, qu'est-ce qu'une branche? Alors, une branche, il est situé entre deux nœuds consécutifs, ça veut dire entre deux nœuds qui se suivent. Alors, je prends par exemple le premier nœud, c'est A, le deuxième nœud, c'est B. Donc, entre A et B, vous avez une branche. Donc, A, c'est un nœud. Le nœud qui suit le A, c'est le B, le deuxième nœud. Si vous avez un troisième, entre le premier et le troisième, ça, c'est pas une branche. Donc, c'est toujours entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, entre le troisième et le quatrième. Donc, ici, comme on a uniquement deux nœuds, donc on va considérer une branche. Une branche, il est située entre le premier nœud et le deuxième nœud. Alors, je prends A et je prends B. Alors, je pars de A, j'arrive au nœud suivant, le nœud consécutif, c'est B. Donc, cette branche-là, qui est constituée par R2 et E2, donc une branche, c'est une portion du circuit qui peut être constituée par des éléments passifs et actifs comme ici résistance et des générateurs. Alors donc ici là, cette branche-là, AB sur branche. Donc AB. Alors donc ça c'est un chemin, il y a d'autres chemins pour partir de A et arriver au nœud consécutif, ça veut dire au deuxième nœud. Je peux partir de prendre ce chemin-là, A grand G, H, B. A grand G, H, B. Alors, si je prends cette branche-là, C, D, ça, C, c'est A et D, c'est B. Donc, également, ça, c'est un nœud, ça, c'est un nœud. Donc, CD, également, c'est une branche. CD
Et je peux, autre chemin, je pars de C, j'arrive au D, c'est C, E, F, D. Et C, E, F, D. Alors, donc ici, le nombre de branches B égale à 4. Donc, une fois qu'on a déterminé le nombre de nœuds, le nombre de branches, on peut déterminer le nombre de mailles indépendantes. Alors, le nombre de mailles indépendantes, il est défini par la relation. Donc, nombre de mailles indépendantes Alors, il est défini par la relation M qui est égal à B moins N moins 1. Alors, B égale à 4 moins 2 moins 1, ça donne 4 moins 1 égale à 3. Donc, on a 3 mailles indépendantes. Ces 3 mailles indépendantes ils sont désignées par numéro 1, 2 et 3. Alors, ici, la maille 1 et la maille 2, ils ont une branche qui est commune. De même, 2 et 3, ils ont une branche qui est commune. Si je prends la maille G, E, F, G, A, ça, c'est une maille qui est dépendante et pas indépendante. Donc, entre deux mailles indépendantes, vous avez une branche. Alors, donc, une fois qu'on a déterminé le nombre de mailles indépendantes, on peut déterminer, en appliquant la méthode des corons de mailles, on peut écrire les équations relatives aux 3 mailles 1, 2 et 3. Alors, donc, pour déterminer les équations relatives aux 3 mailles 1 et 2, on va, bien sûr, appliquer la loi de Maille. Alors, premièrement, donc, on va d'abord expliquer la méthode des corons de Maille. Qu'est-ce qu'on désigne par la méthode des corons de Maille? Alors, donc, pour appliquer la méthode des corons de Maille, il faut associer à chaque maille indépendante un coron circulatoire qu'on va l'appeler G1. Alors, ça, on va l'appeler ça, c'est G1. C'est le coron de la maille 1. G2, c'est le coron de la maille 2. Et G3, c'est le coron de la maille 3. Donc ici, chaque maille indépendante, elle est parcourue par un coron de maille, vous voyez ce qu'on appelle un coron circulatoire. Donc G1 et G3 sont de même sens. Alors une fois donc qu'on a défini le coron circulatoire, on peut appliquer la loi de Maille, ok, pour chaque maille indépendante. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc la loi de Maille, c'est la sommation. Donc la loi de Maille, c'est loi de Maille. Alors il dit que la sommation sur K, epsilon de K, EK, égale à 0. Alors EK, c'est la tension aux bornes de chaque élément. Alors epsilon K, il peut être plus ou moins 1 et 1. Donc c'est le sens de la tension EK est de même sens que le sens de la maille choisie. Donc EK égale à plus 1, c'est le sens opposé, c'est moins 1. Alors on va revenir à ça. Donc premièrement, donc, pour appliquer la loi de Maille, il faut définir les tensions aux bornes de chaque élément. Alors on commence par E1. Alors E1 ici, ça c'est moins, ça c'est plus. Donc le sens de E1 est considéré positif dans ce sens-là, E1 de moins vers plus. Et le sens opposé, c'est moins E1. Alors ici, R1, donc ça c'est le sens de la maille, et en même temps c'est le coron G1. Donc G1 c'est un coron circulatoire, ça veut dire que c'est un coron fictif, non réel. Donc G1 il va traverser cette branche-là, il va arriver à R1, donc ici vous aurez G1, R1 il sera traversé par le coron G1. Donc s'il est traversé par G1, on aura donc une tension au borne de R1. Cette tension-là, elle est dans ce sens-là. C'est R1, G1. Alors, pour plus de précision, pour plus d'explication, alors si vous avez par exemple ici une résistance, ça c'est le point A, ça c'est le point B, et ça c'est la résistance R, et vous avez cette résistance, elle est parcourue par le coin I. Alors, si on définit la tension dans ce sens-là, je vais l'appeler EAB, qui est égal à EA moins EB, les dirigé vers A, alors dans ce cas-là, est égal à RD. Donc, si le sens de courant I, si le courant I et la tension sont de sens opposé, donc la tension au borne de la résistance, c'est RI. Alors, dans le cas contraire, si je vais prendre ça, c'est A, ça c'est B, et ça c'est R.
Alors toujours ça c'est le même sens I, mais je vais prendre la tension dans ce sens-là. Alors ça c'est UBA qui est égal à bien sûr moins UAB, donc il va être égal à moins RI. Donc si le courant I et la tension sont dans le même sens, la tension au bord de la résistance est égale à moins R fois I. Alors ici donc le courant G1 il est dans ce sens-là, donc G1 il est dans ce sens. Donc il traverse la résistance R1 dans ce sens. Donc la tension aux bornes de R1 positif, c'est R1 fois G1. Alors donc toujours dans la maille 1, donc le courant G1 circulatoire traverse R1, il arrive à R2. Donc il arrive à R2, donc il va traverser R2. Il va traverser R2 dans ce sens-là. Donc la tension aux bornes de R2, c'est, je vais l'appeler, c'est R2, G2 et le vers le haut. Alors, or, cette branche-là, la branche AB, elle appartient à la maille 1 et elle appartient à la maille 2. Donc, R2, il est traversé par le courant circulatoire, pardon, ça c'est G1. Ça c'est G1. R2, il est traversé par le courant G1 et également il est traversé par le courant G2. Pourquoi? Parce que R2, il appartient à la maille 1 et la maille 2. Donc, il est traversé par le courant G2 qui est dirigé vers le haut. Donc, ça c'est pour G1. Et ça, c'est pour G2. Donc, la tension aux bornes, ça, c'est G2 vers le haut. Donc, la tension positive, ça, c'est R2 fois G2. Elle est dirigée vers le haut. Donc, je vais effacer ici les courants. Donc, et voilà. Donc, j'arrive à E2. Alors, E2, elle est toujours dirigée de moins vers plus. Donc, ça, c'est E2. Voilà. Donc, c'est terminé avec la maille 1. Donc, je vais définir les tensions dans la maille 2. Déjà, cette partie, la branche AB, elle appartient à la maille 2. Donc, on a déjà défini les tensions au bord de R2. Il reste R3. Alors, R3, elle est traversée par le courant circulatoire, le courant de la maille G2, qui est dirigé. G2, il est vers le bas. Donc, ça, c'est G2. Il est vers le bas. Donc, la tension positive, ça, c'est R3 fois G2. Alors, de même, R3, elle appartient à la maille 3 et à la maille 2. Donc, R3 également, elle est traversée par le courant G3 qui est vers le haut. Donc, la tension positive, c'est R3, G3, elle est vers le bas. Alors, donc, je termine. Ici, il reste R4. R4, il n'est traversé que par un seul courant ici, qui est ce courant-là, il est dirigé dans ce sens-là. Ça, c'est G3. Donc, la tension aux bornes de R4, elle est comme ça. Ça, c'est R4 fois G3. Donc ici, j'efface le courant puisque ce ne sont pas des courants réels. Alors ça, c'est le courant réel, E3. Ça, je vais le garder. Ça, c'est le courant réel, E3 qu'on va déterminer. On va parler de ça après. Alors pour le moment, on va se focaliser, on va se concentrer uniquement sur le courant circulatoire. Alors donc, on a défini toutes les tensions au bord de chaque élément de circuit. Alors dans ce cas-là, on va appliquer la loi de Maille. Donc on connaît le sens de la maille, on connaît les sens de tension, on va comparer le sens des mailles avec les sens de tension. Alors on va commencer par la maille 1. Donc la maille 1 est constituée par le générateur de tension 1,1, résistance R1, R2 et E2. Alors les tensions de la maille 1 sont la tension 1,1, R1G1, R2G1 et également R2G2 et E2. Alors, donc pour la maille 1, on va comparer le sens de la maille 1 avec 1, 2, 3, avec ces 4 tensions. Alors, donc on va passer, c'est la maille 1. Donc, je vais appliquer la loi de Maille ici. Alors, j'explique. Alors, avec. Donc, epsilon de K égale à 1, c'est la tension EK est de même sens que le sens de la maille choisie,
la maille choisie. Alors est égal à moins 1, c'est non. Ça veut dire c'est le sens, c'est non, sont opposés. Alors donc je commence par la maille 1. Le sens de la maille 1, c'est celui-là, il est vers le haut, de même sens que 1. Donc epsilon 1 égale à 1, donc je vais mettre c'est E1. Voilà. Je passe à la deuxième tension. R1, G1, il est dans ce sens. Le sens de la maille, il est comme ça. Donc sens opposé. Donc je vais mettre epsilon 2 ici égale à moins. Je vais dire moins. Donc moins R1, G1. Alors je passe à la résistance R2. Pour R2, vous avez deux tensions. R2, G1 et R2, G2. Alors, pour toujours, il faut comparer le sens de la maille 1 avec les deux tensions. Il faut oublier le sens de la maille 1. Pourquoi? Parce qu'on est dans la maille 1. Donc, le sens de la maille 1, il est, donc c'est des 100. Je le compare avec R2G1. R2G1 vers le haut. Et le sens de la maille, il est vers le bas. Donc, c'est moins R2G1. Moins R2G1. Alors, je compare le sens de la maille 1 avec R2G2. Donc, le sens de la maille, il est vers le bas, R2G2 vers le bas. Donc, c'est plus R2G2. Voilà. Alors, j'arrive à E2. Le sens de la maille, il est vers le bas, c'est comme ça. Et E2, il est vers le haut. Donc, c'est moins E2. Ça égale à 0. Alors, on va regrouper les termes en G1. G2 et 1 moins 2, donc j'aurai E1 moins E2 moins R1 plus R2 G1 plus R2 G2 qui est égal à 0. Alors on va passer au calcul numérique. Alors on a E1 égale à E2 égale à 4 volts. Et R1 égale à R2 égale à R3 égale à R4 égale à 2 ohms. Donc E1 égale à E2, c'est 0. R1 égale à R2 égale à 2, donc c'est moins 4 G1 plus 2 G2 égale à 0. On va simplifier par 2, ce qui donne donc moins 2 G1 plus G2 égale à 0. Et voilà, ça c'est la première équation. C'est l'équation 1, l'équation de la maille 1. Donc pour cette équation. Alors on va passer à la deuxième équation. C'est l'équation de la maille 2. Alors, maille 2. Alors, pour la maille 2, je vais commencer par le point B. Donc, le sens de la maille de G2, c'est comme ça, vers le haut. Donc, même sens que E2. Donc, je vais écrire E2. Alors, pour R2, vous avez deux tensions. La tension R de G1 qui est relative au courant G1 et la tension R de G2 qui est relative à courant circulatoire G2. Donc, le sens de la maille 2, je vais comparer les tensions de la maille 2 avec le sens de la maille 2. Donc, R de G1, il est vers le haut et de même sens que le sens de la maille 2. Donc, c'est plus R2 G1. Alors, je compare le sens de la maille 2 avec R de G2 qui est vers le bas. C'est moins R2 G2. Alors, pour R3, G2 temps, c'est également R3 G2 qui est vers le haut. Donc, je compare le sens de la maille. C'est moins R3 G2. R3 G3, il est vers le bas. C'est le même sens de la maille 2. Donc, c'est plus R3 G3. C'est ça? Égal à 0. Alors, on va regrouper les termes. Donc, ceci implique que E2, R2G1. Alors, ici, c'est moins R2 plus R3 G2 plus R3 G3 égale à 0. Alors, on remplace E2, c'est 4. Donc, implique que 4 plus R2, c'est 2 G1. 2 plus 2, c'est 4, moins 4 G2, plus 2
G3 égale à 0. Donc voilà, ça c'est la deuxième équation. On va l'appeler, c'est l'équation 2. Alors, on va passer à l'équation 3. À l'équation 3, je vais garder donc maille 3. Alors pour la maille 3, alors je vais commencer par le point D. Le sens de la maille 3 c'est vers le haut. Donc j'ai R3 G2 qui est vers le haut. Donc c'est R3 G2 vers le haut. R3 G3 vers le bas. Donc c'est moins R3 G3. Alors le sens de la maille 3 c'est vers le bas. R4 G3 vers le haut. Donc c'est moins R4 fois G3 égale à 0. Alors ce qui donne, donc on va regrouper les termes en G3. Donc moins R3 plus R4 fois G3 égale à 0. On remplace, ce qui donne donc c'est 2G2 moins 4G3 égale à 0. Alors R3 égale à 2, R3 égale à 2, R4 égale à 2, ce qui donne moins 4G3 égale à 0. Alors donc ça c'est troisième équation. Donc ça c'est, on va l'appeler, c'est l'équation 3. Et voilà, donc on a bien répondu à la question 1. Alors on va passer à la question 2. Donc la question 2 c'est détermination. La détermination des corons circulatoires, détermination des corons de maille, ou bien des corons circulatoires, des corons de maille G1, G2 et G3. Alors donc on a trois équations, trois inconnues, donc on aura un système qui est formé par trois équations. Donc voilà, on va regrouper les trois équations. Première équation, c'est moins 2G1 plus G2 égale à 0. Donc ça, c'est l'équation 1. Alors la deuxième équation, c'est 4 plus 2G1. 4 plus 2G1 moins 4G2 moins 4G2 plus 2G3 égale à 0. Donc ça, c'est l'équation 2. Voilà. Alors, troisième équation, c'est 2G2 moins 4G3 égale à 0. Donc ça, c'est l'équation 3. Donc l'équation 1, l'équation 2, 3. On a trois équations, trois inconnues. Donc on peut résoudre, on peut déterminer les courants de maille ou bien les courants circulatoires G1, G2 et G3. Alors comment? Alors le cas le plus facile, il faut regarder sur l'équation 1 et sur l'équation 3. Alors l'équation 1, dans l'équation 1, vous avez G1 et G2. Dans l'équation 3, vous avez G2 et G3. Donc le commun entre 1 et 3, c'est G2. Par contre, l'équation 2, elle contient G1, G2 et G3. Donc ici, vous avez G2, ici, vous avez G2. Donc on peut déterminer G1 en fonction de G2 et l'insérer ici. On aura ici donc une expression en fonction de G2. Alors également ici, on peut déterminer G3 en fonction de G2. Alors donc ici, on aura une expression de G2. Donc expression de G2 moins 4G2, expression de G2. Et on aura une équation uniquement de G2. On peut déterminer G2. Alors donc 1, ça donne. Alors 1, donc on peut déterminer, comme ici vous avez 2G1, donc on va déterminer 2G1. Alors ça donne 2G1 égale à G2. Alors pour 3, on peut également, comme vous avez ici, 2G3. Alors ici, on n'a pas simplifié.
On peut simplifier ici par 2, G2, ça donne moins 2, G3. Okay? Alors donc, G2 moins 2, G3 implique que on peut déterminer 2G3. 2G3 égale à G2. Et voilà donc. Donc voilà, on va remplacer dans l'équation 2. Donc 2 implique 4. 2G1 c'est G2, voilà. Moins 4G2. 2G3 c'est G2. Égal à 0. Donc 4, 1 plus 1 ça donne 2. 2G2 moins 4G2 ça donne moins 2G. Donc implique que 4 moins 2G2 égale à 0. Ce qui implique que G2 égale à 4 sur 2 égale à 2. Alors ça, c'est pas un courant réel. Alors l'unité de courant, c'est ampère. Donc G2, c'est le courant fictif, c'est imaginaire, c'est pas réel, égal à 2 ampères. Alors donc, une fois qu'on a déterminé G2, on a 2 G1 égale à G2, qui est égal à 2. Alors implique que on tire que G1 égale à 2 sur 2. Donc G2 égale à 2 sur 2 égale à 1. Donc ça c'est 1 ampère. Alors de même pour, on a 2G3 égale à G2 égale à 2. Donc implique que G3, alors qui est égal à G1 égale à 2 sur 2 égale à 1. Et voilà, donc ici on a déterminé, donc implique ici que G1 égale à 1, G2 égale à 1, G2 pardon égale à 2, et G3 égale à 1. Alors une fois qu'on a déterminé le courant d'Ohmad G1, G3, on peut déterminer le courant E3. Alors comment? Alors je vais effacer ici. Alors ça c'est le courant E3, ça c'est le courant réel. Alors la résistance R3, elle est traversée par un seul courant réel. Vous voyez ici, elle est traversée par un seul courant réel qui est dirigé vers le bas. Et elle est traversée par le courant circulatoire, c'est G2 qui est vers le bas, et par le courant circulatoire G3 qui est vers le haut. Okay? Ici vous avez, ça c'est G2 et ça c'est G3. Donc G3 il est vers le haut, G2 vers le haut. Alors donc ici, je répète, R3 il est traversé par deux courants d'Ohmad G2, G3 de sens opposé et par un seul courant réel. Donc on va établir une relation entre E3, le courant réel, et G2 et G3. Alors comment? Alors G2 il est de même sens que E3, G3 de sens opposé que E3. E3 c'est la somme algébrique des deux courants. Ça veut dire que G2 il est de même sens que E3, donc G2 sera affecté par plus, G3 sens opposé, E3 sera affecté d'un signe moins. Donc E3 égale à G2, puisque c'est de même sens, moins G3. Donc le courant réel, donc le courant réel, alors E3, alors il est égal à G2 moins G3. Alors G2 c'est combien? C'est 2 moins 1, donc il est égal à 1 ampère. Et voilà. Donc voilà l'expression de courant I3. Vous pouvez même calculer ici par exemple le courant qui traverse ici cette branche-là, la résistance R2, etc. Donc en jouant sur les courants G1, etc. et G2. Donc de la même manière que cette branche-là. Et merci pour votre attention.